ici nombreux. Vous allez assister à la pièce Fin de vie, présentée par la compagnie d'emporte-pièce de la Forêt-Fouesnant. La pièce de Jean-Jacques Salinger. Merci à vous de penser à couper vos portables. Merci et bon spectacle. Merci. Ma chérie, aujourd'hui je termine ma 3e période d'essai. Déjà presque 1 an sans te voir, sans pouvoir te parler, sans pouvoir sentir ton délicieux parfum, ni pouvoir te toucher. Tu me manques. Tout cela me semble avoir duré une éternité. Cela ne fait pourtant que 11 mois que j'ai quitté le pays pour accepter ce travail. Il faut se dire qu'1 an, ce n'est pas grand-chose dans une vie. Si, comme je le pense, le directeur de la maison de retraite me propose demain une embauche définitive, je vais faire en sorte de pouvoir te faire venir en France. Dans ce Finistère qui résonne en moi comme une fin de voyage, une fin de galère. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais depuis 1976, les Français ont inventé un drôle de concept. Ils appellent ça le regroupement familial. En France, les codes, les coutumes, ainsi que le fonctionnement général de la société, tout cela est très différent de chez nous. Alors que chez nous, les anciens sont considérés comme les sages qui tracent la voie, et que leur expérience est une richesse irremplaçable. Ici, au contraire, on cherche à les cacher, car ils dérangent. Peut-être parce que certains d'entre eux sont vacillants, laids et quelquefois sales. Pour beaucoup trop de Français, ils ne représentent qu'un passé devenu inutile. Un passé que certains préfèrent enterrer au plus vite, de multiples façons. J'ai du mal à comprendre. Les vieux, je devrais plutôt dire mes vieux, ils sont un peu comme ces vieux meubles de grand-mère, usés mais patinés de leur expérience, remplis de souvenirs extraordinaires qui ne demandent qu'à revoir la lumière. Si tant est que quelqu'un veuille bien prendre le temps de les écouter. Ils ressemblent aux vieilles églises que l'on voit partout dans ce pays et qui défient le temps. Ils sont tous différents et je les aime tous, du plus gentil au plus méchant, et Dieu sait que la vieillesse n'arrange pas la chose. Vivre parmi eux m'aide à me construire, à relativiser bien des choses, ainsi qu'à remercier Dieu de m'avoir accordé la santé. C'est un bien si précieux. Pendant que cette société égoïste tente de détourner le regard, comme pour effacer un dessin devenu inutile, certains préfèrent les gaver de médicaments pour qu'ils partent plus vite. Quand tu recevras cette lettre au village, j'aurai commencé mon nouveau métier. Je n'aurais peut-être pas dû te dire tout cela, mais si tu dois me rejoindre, il faut que tu le saches. Embrasse tendrement toute la famille et notre communauté. Je t'aime. Bonjour les amis. Eh bien, moi, j'avais peur de m'être trompé d'établissement, mais je pense que je suis bien à l'EHPAD Saint-Vincent, le rayon vert. Je pense, vu la population qui occupe la salle en tout cas. Alors, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Vous êtes des menteurs. Parce que si vous étiez en pleine forme, vous ne seriez pas en maison de retraite. Ne me mentez pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer le bureau du directeur? Le directeur qui, je crois, je pense c'est le docteur Solomonde qui occupe le poste de directeur de votre établissement. C'est bien cela? Monsieur Solomonde? Non, ça ne vous dit rien. Oh, malheureusement. Docteur Solomonde? Docteur Baron, cher collègue. Docteur Solomonde. C'est bien votre première visite dans notre établissement, n'est-ce pas? Mais absolument, docteur Solomonde, absolument. Vous savez, je suis un Parisien pur jus, de souche, comme on dit chez nous.
Je ne connais absolument pas votre région, et à presque la moitié de ma vie, je découvre le Finistère, le bout du monde, paraît-il. Ah, c'est vrai que le coin a l'air assez sympathique et bien tranquille. Même très, très tranquille. Mais bon Dieu, que c'est loin! Oh, moi j'ai eu l'impression de traverser la France entière dans ce TGV qui n'en finissait pas de balancer sur ses rails à la vitesse d'un TER. Mais n'en parlons plus. Le travail avant tout. Vous devez bien vous douter que je ne suis pas ici pour faire du tourisme. J'ai une mission à remplir. Alors n'en doutez pas un seul instant, je suis impatient de rencontrer l'ensemble des pensionnaires et du personnel pour discuter avec eux. Savez-vous qui était à l'origine de cette demande d'inspection surprise? Pas vraiment. Je suppose que c'est à la demande du ministère des Affaires sociales. Vous savez, avec tout ce battage médiatique actuel autour des maisons de retraite, certains, dans les hautes sphères, ont dû se dire qu'il fallait faire preuve d'un peu plus de vigilance. Alors, comme toujours dans de pareils cas, les bureaucrates se sentent obligés de s'agiter puis de communiquer pour justifier leur fonction. C'est l'époque qui veut cela. Chez nous, dans le groupe Arpeo, c'est totalement l'inverse. Tout est fait pour garantir le bien-être de nos aînés. Sachez qu'ici, au rayon vert, l'anagramme de Arpeo, c'est apéro. Le slogan de la maison, c'est la fin de vie à l'eau de vie. C'est pas cool ça comme accroche commerciale? Vraiment, docteur? Vous êtes sérieux? Je plaisante. Vous n'allez pas croire ça. Vous savez, on est en Cornouailles ici. Et en Cornouailles, on aime bien chambrer les étrangers. Surtout les Parisiens. Ce sont de très bons sujets, peut-être même les meilleurs. Cela étant dit, docteur Marron, vos conseils vont nous être précieux. Soyez certains que nous ferons tout pour vous montrer que notre établissement est exempt de tout reproche. Mais dites-moi, Jérôme, je peux vous appeler Jérôme, n'est-ce pas? Elle semble nombreuse, votre colonie de vacances, mais elle n'a pas l'air en très grande forme. Ils sont toujours aussi nombreux à rester dans le jardin? Seulement quand il ne pleut pas, c'est-à-dire une fois par mois en moyenne. Non, je plaisante, mon cher Olivier. Je peux vous appeler Olivier, bien sûr. Ce soir, vous avez devant vous les plus valides du cheptel, les plus téméraires. Certains ici les appellent les aventuriers, d'autres les résistants. Vous avez la chance, ils sont presque tous là. Et ils restent longtemps comme ça, plantés comme des artichauts? Parce que certains d'entre eux ressemblent déjà plus à des camés qu'à des canuches. Ils ont l'air passablement fatigués. Lui, par exemple, regardez-le! Il est déjà plus violet qu'un cardinal. Oui, pourtant je peux vous assurer qu'il est aussi résistant qu'un gros verre de lampe. Ah, cher monsieur, montrez-moi votre langue. Tirez plus fort. Allez, on l'encourage. Plus fort, plus fort. C'est bien, c'est très bien. Vous pouvez refermer, tout va bien. Soyez rassurés. Eh bien, dites-le, mon brave. Ce n'est pas joli tout ça. Il va falloir un peu vous calmer sur les sucreries, le lambic, le chouchen. C'est bien votre boisson locale, n'est-ce pas? Si j'en juge à la couleur de votre fond d'œil, j'ai l'impression que vous ne sucez pas que de la glace. Je me trompe? S'il vous plaît, docteur Marron, s'il vous plaît, faites attention, celui-là, c'est le plus susceptible et le plus rebelle. Les infirmières l'ont surnommé GG Supermarché. C'est notre Georges à nous, notre contestataire, le coco du groupe. Il en fallait bien un. Les cocos, ils sont plus nombreux chez les bigoudins, mais encore, ouais, il nous en reste encore quelques-uns, vous savez. Ah non, je ne sais pas. GG est un ancien responsable syndical qui a fait de la politique au niveau national. Ce n'est rien de dire qu'avec lui, on marche sur des œufs. On est toujours entre le marteau et l'enclume, pour ne pas dire la faucille. Je vois, je n'insiste pas. Oui bien, que vous arrive-t-il? Mais vous tremblez, chère madame. Pas de fièvre? Non, a priori rien de grave, rassurez-vous. Mon cher collègue, ce n'est pas tout ça, mais j'imagine aisément que vous n'avez pas ausculté ni interrogé dès le premier jour l'ensemble de nos résistants. Bien sûr que non, mon cher Jérôme, ça n'était pas mon intention, rassurez-vous. Non, simplement me faire accepter dès mon arrivée.
Rentrons et faites-moi découvrir l'intérieur de la ménagerie. Olivier, c'est une maison de retraite ici. Ce n'est ni Bouglione, ni le cirque Zavata. Mais je plaisante, Jérôme, je plaisante comme toujours. Saviez-vous que les collègues du ministère m'ont surnommé Blagator, le Titi parisien? Ça doit vouloir dire que j'ai un certain humour, n'est-ce pas? Je n'en doute pas un seul instant. Oui. Justement, vous la connaissez celle-là? Qu'est-ce qui est long, mou et qui sent l'urine? J'ai comme une vague idée, mais non, dites-moi. Une farandole dans un asile de vieux? Elle est excellente, n'est-ce pas? Excellente, oui, au goût du jour, si j'ose dire. Mais allons plutôt voir les autres résidents si ça vous dérange pas. Ils nous attendent à l'intérieur. Ah bon? Ils nous attendent? Ils sont prévenus de votre arrivée. Ils vous ont même réservé une petite surprise de bienvenue. Vraiment? Alors ne les faisons pas attendre plus longtemps. Et Tagada? Et Place Tagada? Qui en veut? Et levez la main, levez la main! Prenez-en! C'est cadeau! C'est un petit truc à moi, les Place Tagada. C'est pour établir la confiance. En principe, ça marche plutôt bien, les Place Tagada. Personne n'a de dentier. C'est avec ça, vous allez en avoir un. C'est certain. Olivier, vous êtes en Bretagne ici. Ne l'oubliez pas. Ici, les fraises, c'est du Plougastel et pas autre chose. Bon, suivez-moi, on nous attend. Vous voyez, mon cher Olivier, il n'attendait plus que nous. Mes chers résidents, je vous présente le docteur Varan. C'est un ami, il nous vient tout droit de Paris. Paris, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est la capitale de la France. C'est très loin d'ici et bien plus haut dans le nord. Nous sommes très honorés de le recevoir chez nous. Il vient s'assurer que vos conditions de séjour au rayon vert sont excellentes. Il ne restera pas bien longtemps, alors je compte sur vous pour le réserver le meilleur accueil. Également, je compte sur vous pour lui montrer que le paradis, c'est déjà presque ici. Denise, vous nous avez préparé une petite chanson? Oui, docteur, une petite chanson bien dans la tradition du Finistère. Allez, les enfants, installez-vous. Allons, les enfants. À 3. 1, 2, 3. Ici c'est l'horizon vert, la fin de vie à l'autre vie, l'au-delà il attendra, sous chaîne d'envie, ouvre regard, au rayon vert, on est tous au rayon vert, la fin de vie à l'autre vie, l'au-delà il attendra, l'au-delà il attendra. Allez les résistants, on va faire un essai tous ensemble. C'est bon pour vous? Oui? Alors on y va. Reprenons tous en chœur notre slogan. Ici c'est le rayon vert, la fin de vie à l'autre vie, l'au-delà il attendra, sous chaîne d'envie, couvre regard, au rayon vert, on est tous au rayon vert, la fin de vie à l'autre vie, l'au-delà il attendra, l'au-delà il attendra. Bravo, bravo, mes amis! Vous êtes formidables! Et moi, ils sont bien, ces Bretons. Ils sont toujours comme ça avec des visiteurs ou vous les avez briefés pour l'inspection? Vous êtes sérieux, docteur? On ne manipule pas un breton si fatigué soit-il. Le breton, c'est du têtu, du rebelle, c'est du brutal. Et quand il s'agit d'entonner une chanson gaie, soyez certains qu'ils ne sont pas les derniers. Allez les résistants, une dernière fois pour notre ami de la capitale. Le rayon vert, la fin de vie est le vie, l'au-delà il attendra, sous chaîne d'envie, couvre regard, au rayon vert, on est tous au rayon vert, la fin de vie à le vie, l'au-delà il attendra, l'au-delà
applaudissez. Le bon partenaire qui vous aime et qui prend soin de vous du début jusqu'à la fin. Monsieur Labrosse! Bonjour, monsieur Labrosse. Michel Labrosse, c'est bien ça? C'est bien moi, en effet. Vous avez souhaité me rencontrer. Une raison particulière? Monsieur Labrosse, je suis venu ici pour rencontrer quelques-uns des pensionnaires de l'établissement. Il paraît que vous êtes le plus ancien de tous. Je me trompe? Non, non, c'est exact, monsieur. Monsieur comment, en fait? Docteur Varan, Olivier Varan. Je peux vous appeler le docteur, mon cher Olivier. Oh, si vous y tenez, mon cher Michel, aucun problème. Voyez-vous un inconvénient à ce que j'enregistre notre entretien? Aucun, docteur. En tant qu'ancien critique littéraire de Ouest-France, j'en faisais de même lorsque j'interviewais un écrivain, un acteur ou un metteur en scène. Alors allez-y. Discussion avec monsieur Michel Labrosse, résident au Rayon Vert depuis de nombreuses années. Michel, si mes premiers renseignements sont exacts, vous êtes arrivé au Rayon Vert il y a plus de 15 ans. Mais vous semblez en pleine forme. Une raison particulière pour être venu passer votre retraite ici? Vous êtes sérieux, docteur? Vous pensez vraiment que j'ai décidé de mon propre chef de venir m'enterrer dans ce trou à rats? Non. Si je suis ici, c'est par la seule et unique volonté de Roselyne, mon unique fille. Une vieille peau célibataire et très certainement encore vierge. Elle dégoûterait le plus intrépide des crapauds de vouloir par un simple baiser lui rendre de beauté inexistante depuis sa naissance. Oh, je suis certain qu'il doit y avoir plus de poils sur ses mollets graisseux que sur le cul d'un macaque. Et sa foufoune, à mon avis, c'est l'Amazonie. Impénétrable, si vous voyez ce que je veux dire. Non, non, pas vraiment. Mais passons, je vous prie. Oh, je dois reconnaître qu'elle a bien manœuvré, cette vieille carne. Tout cela à cause de cette maudite chute dans le jardin. La première dans la cuisine n'avait pas pris ta conséquence, mais la deuxième fois, quel imbécile d'être sorti pieds nus pour fermer à clé la porte du garage. Ce foutu hérisson, il m'a coûté tout à la fois les craquements sinistres de mon fémur, un pied gauche transformé en pic-aiguille de couturière, et pour couronner le tout, mon deuxième séjour à l'hôpital de Concarneau. C'est de là que tout est parti. C'est-à-dire, expliquez-moi. Elle a prétexté la mort de Gisèle. Gisèle, c'était mon épouse. Une brave femme qui a longuement lutté avant de partir. Mais là n'est pas la question. Comme je vous le disais, c'est cette salope de Roselyne qui m'a travaillé au corps en m'expliquant qu'il serait plus simple pour elle, et surtout pour moi, de venir me reposer ici. Son idée de récupérer pour elle la maison familiale ne m'est apparue que plus tard. Quel imbécile, j'ai fait de la croire. Tu verras, disait-elle, je ne suis qu'à 20 minutes du Rayon Vert, je pourrais venir te voir toutes les semaines. Ici, tu seras entre de bonnes mains et ils vont bien s'occuper de toi. Tu parles. Mon cher Michel, vous n'êtes pas bien ici au Rayon Vert? Mais sérieux, docteur? Il n'y a pas plus de Rayon Vert ici que d'humanité dans les yeux de ma fille, cette salope. Oh, mon cher Michel, si vous pouviez éviter les invectives, les grossièretés, je vous en serais gré. Alors, vous me direz, cher docteur, comment appeler quelqu'un qui fait main basse sur ce que vous avez mis toute une vie à construire? Une personne qui vous enfume à déloger un nid de guêpe en voulant vous faire croire que pour votre plus grand bien, elle vous ouvre les portes du paradis sur terre. Et moi, comme un con que je suis devenu, ce jour-là, le sens critique m'a fait cruellement défaut. Me voilà désormais emprisonné ici, de mon propre chef, et très certainement pour le restant de mes jours. Donc, Michel, j'ai du mal à croire que vous êtes maltraité ici. Alors, soyez plus précis, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous manque par rapport à votre maison de Concarneau? Oh bah, ce qui me manque, c'est déjà le soleil et la mer. Comme le dit si bien Galabru, ici, c'est le nord. Le nord de Concarneau, certes, mais le nord quand même. La lumière est remplacée presque au quotidien par ce crachin qui n'en finit pas de s'écouler sur mes épaules.
Il coule sur moi comme le miel de Saint-Évarzac sur une tartine de pain au levain. Très belle comparaison, mon cher Michel. Votre sens littéraire referait-il surface? Ah, c'est possible, docteur. Il est comme la marée. Entre les tables, il va, il vient. Hier encore, il a tout noyé, ce foutu crachant. Il transforme le parc en banlieue londonienne. Vous savez, c'est sournois, le crachant. C'est comme la vieillesse. Ça vous pénètre sans bruit, de façon insidieuse. L'humidité qui l'accompagne à la poisson pilote s'insinue dans les moindres pores de votre corps. Ce crachin, quasi permanent, il finit par vous chloroformer les idées, envaser vos désirs et éteindre un feu doux vos meilleurs souvenirs. Tout cela sans violence apparente. Un vrai salopard, ce crachin. Il vous accompagne doucement vers le noir de Soulage. Vous connaissez Soulage, bien évidemment. Enfin, monsieur Labrosse, mais vous n'allez pas commencer à déprimer, j'espère. Savez-vous que Pierre Soulage, peu de temps avant sa mort, a avoué qu'il avait enfin découvert la couleur et son utilité, hein? Mais racontez-moi plutôt votre quotidien. Ça se passe bien avec le personnel. Des remarques à me faire? Des suggestions peut-être? Je vais vous dire une chose, docteur. Ce qui m'insupporte depuis pas mal de temps, en plus de ce temps de chiottes et de tout le reste que vous découvrirez par vous-même, c'est la maladresse d'une partie du personnel de salle, sans parler de l'intransigeance de la direction. Bon, prenez l'exemple de la pauvre Colette Caradec, là. Niveau intellectuel, idem le Grand Bleu. Moins 120 mètres et encore un marée basse. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est là. Et chaque matin, que Dieu fait, je prends du café à mon petit déjeuner. Un café avec un petit nuage de lait. Et là, chaque matin, cette dinde me demande, avec le même sourire niais de sa voix nasillarde, « T'es le café, monsieur Labrosse ?» J'ai envie de lui répondre que si son thé est aussi mauvais que le jus de cette siècle qui m'est servi au quotidien depuis 15 ans, elle peut se le garder ou se mettre où je pense. Parce que je lui demande, moi, pourquoi les croissants sont aussi mous que le pain est dur, et que la confiture de fraises tous les matins depuis bientôt 5500 petits déjeuners, ça commence à bien faire. Oh, mais mon cher Michel, mais cette brave fille n'est absolument pas responsable de ce qui vous est servi dans l'établissement. Soyez indulgents, que diable! Oh. Être indulgent avec un directeur dont les roubignoles sont aussi molles que vos fraises tagada, et qui n'ose même pas appeler un chat un chat. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Michel. Soyez plus précis et plus respectueux, s'il vous plaît. Oh, j'ai horreur des grossièretés. Je vais vous faire une confidence, mais cela doit rester entre nous. Je peux compter sur vous. N'ayez crainte. Sans mauvais jeu de mots, je suis une tombe. En début de semaine, il y a eu un nouveau départ. Ici, on dit départ, car le mot décès est proscrit du vocabulaire local. Dans le réfectoire, le lendemain du départ, les bruits de mastication, les rots acides et les peines nauséabonds ont continué leur enquête matinale comme si de rien n'était. Bon. Seule la chaise vide de M. Le Goff pouvait témoigner de cette triste nouvelle. C'est là qu'il est bon, notre directeur. Brillant même. Il est venu nous voir dans le réfectoire pour nous annoncer avec gravité que le locataire de la chambre 12 nous avait quittés, qu'il était parti pour un long voyage. Il nous prend vraiment pour des perdreaux de l'année, docteur Solomonde. J'aimais bien, moi, le vieux Le Goff, discret mais tellement attentionné, et bon joueur de crapette en plus. Il va me manquer. Mais il était là depuis longtemps, ce monsieur? Vous savez ce qui s'est passé exactement? Rassurez-vous, cette fois, rien de suspect, monsieur l'inspecteur. Il faisait partie des sursitaires qui n'en finissent pas de rester sur le quai de la gare à guetter le prochain train. Un courageux, ce brave Le Goff, avec ses artères plus encombrées qu'un vendredi soir sur la N165, et son cholestérol à faire pâlir de peur le plus tolérant des végétariens. Oui, donc, dites-moi, sincèrement, hein, dans l'ensemble, les pensionnaires sont bien traités, mon cher Michel. Si pour vous, être bien traité, c'est faire que chaque jour soit la copie conforme du précédent, alors je vous l'accorde, même si j'ai l'impression d'être la marmotte du jour sans fin. On peut dire qu'à titre tout à fait personnel, je suis relativement bien traité. Cette réponse vous convient, docteur? Parfaitement, mon cher monsieur Labrosse, parfaitement. À
vrai dire, c'est surtout la réponse que l'on m'a demandé de vous faire. Mais ça, cela doit rester entre nous. Je vous remercie de tous ces éclaircissements. Vous n'avez rien à rajouter pour mon rapport. Beaucoup de choses, docteur Baron, beaucoup de choses. Mais je préfère que vous jugiez plutôt par vous-même. Et là, je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. N'hésitez pas à revenir me voir si l'envie s'en fait sentir. Victor, parlez-moi plus fort. Vous savez bien que je suis un peu sourde, ce n'est pas la peine de murmurer entre vos lèvres comme un hamster. Mais je ne vous parle pas, madame la baronne. Vous ne voyez pas? Je grignote. Je peux, oui. Ah, mille excuses. Je pensais que vous me parliez. Oh, de toute façon, vous auriez pu me parler, je ne vous aurais pas répondu. Je n'ai absolument rien à vous dire. Parler pour ne rien dire ne fait pas partie de mon éducation, ni de mes habitudes, du reste. En plus, je suis bien incapable de parler lorsque je joue au Scrabble. Le Scrabble, c'est comme le bridge, que j'ai longtemps pratiqué. C'est sérieux, ça demande de la concentration. La preuve, tenez. 7 lettres, aliotique, A-L-I-O-T-I-K. Excellent, ça va en faire des points. Mais dites donc, madame la baronne de mes deux, mais vous faites n'importe quoi. Ça ne s'écrit pas comme ça, aliotique. Alors reprenez vos lettres et achetez-vous donc un dictionnaire, ça pourra vous servir. Sachez, madame, que mon fils, dans son hypermarché, il en vend des centaines par an de dictionnaires. Alors pour ce qui est de Larousse et des petits Robert, sachez que non, j'en ai vu et lu bien plus que vous n'en approcherez dans toute votre vie. Madame la patte en l'air. Du reste, rien que pour vous le prouver, je vais lui demander qu'il m'en rapporte un à l'occasion de sa prochaine visite. Madame de Petit Robert, en parlant des vôtres, je constate qu'ils sont aussi gonflés et flasques que votre suffisance et votre prétention. Vous me direz qu'ils ne sont pas d'une édition récente. Grossier et goujat en plus. Je ne vois pas le rapport entre ma poitrine et mon fils chéri. En parlons-en de votre fils chéri. Vous espérez toujours, mais il ne vient jamais vous voir. Votre fils, c'est l'Arlésienne de Concarneau, le Dahu de Cornouailles. Si c'est pas Édouard qu'il s'appelle, il n'en a pas moins le comportement d'un Roquet-Clair. Il vous a abandonné à vos souvenirs miteux et vos rêves d'une fin heureuse. Voilà tout, madame la baronne. Votre fantôme du rayon vert. Je me fiche pas mal de ce qu'il peut vendre dans son piège à consommer. Et tout ce que vous pourrez me dire ne m'intéresse pas plus. Parce que vous imaginez un seul instant que ça m'intéresse, moi, ce que je suis en train de vous dire. Mais j'en ai rien à faire de discuter avec vous. Nous ne sommes pas et ne serons jamais du même monde. J'ai eu des domestiques, moi, dans notre manoir. Je ne suis pas comme vous. Je ne gardais pas les vaches, moi, et je ne mangeais pas sur un sol en terre battue. Sale peste! Ah, doit bien se marrer maintenant, votre famille, en vous sachant clouer ici avec comme compagne de jeu une ancienne poule de luxe et un bouseux qui marchait du matin au soir avec des sabots de bois, pendant que vous portiez des escarpins à talons hauts. Causez toujours le cutéreux. Vous aurez beau essayer de me provoquer, je vous le répète à nouveau, nous ne serons jamais du même monde. Bon, les chiens, ça suffit. On pourrait peut-être envisager de se remettre au jeu. Nous, on n'en a rien à faire de vos disputes. On se dispute pas, on cause. Ah non, monsieur, on s'ignore. Ouais, c'est encore pire. Moi, les disputes et le manque de considération, j'en ai eu ma dose depuis que je suis née. Alors, si on pouvait passer à autre chose... J'ai 6 lettres. Oxydé. O-X-Y-D-E-R. Et pas dans le dentier, la châtelaine. Ça vous la coupe, hein. Et si c'est pas le mot gagnant celui-là, je veux bien prendre le risque d'aller au lit ce soir sans mettre une couche. C'est pas le mot, c'est vous qui êtes oxydé, mon pauvre. Oh, vous l'inculte aux grands airs qui pétaient dans la soie depuis votre naissance. Je vous ai pas sonné. Et mauvaise perdante avec ça. Allons, allons, mes amis, du calme, je vous en prie. Bon, si nous buvions un petit verre de lambic pour détendre l'atmosphère, on en a tous bien besoin. Tiens, voilà l'écrivain raté qui vient à la rescousse
épouse de ces dames. Madame la pisse vinaigre fin de race. Sauf votre respect, je ne vous ai pas sonné. Si vous n'aimez pas le lambic, passez donc votre tour. Et fermez donc un peu votre clapet à souvenir. Il sent vraiment la naphtaline. Je veux bien en prendre, moi, du lambic. Ça alors, ça faisait un bail qu'on n'avait pas entendu, celui-là. Quand on parle d'alcool, voilà qu'il se réveille, le moussaillon de Concarneau. Pas moussaillon, patron pêcheur, madame de Bidulmuche. J'étais patron pêcheur, pas moussaillon. Ah, mais tout cela, c'est du pareil au même. Ni plus ni moins que des pêcheurs de sardines. Du reste, ne dit-on pas que, comme le goéland, les pêcheurs sentent le poisson jusqu'au bout de leur gland? Eh, dis donc, la châtelaine, tu veux la sentir, ma sardine, vieille mégère? Tu verras qu'elle sent pas la naphtaline, elle au moins. Allons, mes amis, du calme, je vous prie. La partie vient à peine de commencer, et vous voilà déjà en train de vous chamailler comme une bande de gamins pubères et grossiers. C'est à moi. 3 lettres. Et en plus, le mot qu'on triple. Quai. J'ai fait. K-E-R. C'est pour les incultes que je précise. Le cœur, c'est breton, c'est pas français. Pauvre idiot que vous êtes. C'est breton, et si c'est breton, c'est français aussi. Ah, Victor, je crois que cette fois la baronne a raison. C'est les deux. Ah, quand même. Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, c'est à moi de jouer. J'ai 6 lettres avec whisky. W-H-I-S-K-Y. Ah, ça va, Albin, on connaît l'orthographe aussi bien que toi, le whisky. Mais dis-moi, tu le mets où ton whisky? Oh, bah, je sais pas. Dans mon verre à dents. Bien dit, Albin, elle est excellente celle-là. Comment ça, vous savez pas? Vous faites un mot sans savoir si vous pouvez le placer. Vous savez que vous pouvez attendre un moment en jouant comme ça. Oh, mais j'ai tout mon temps, la baronne. On n'est pas près d'avoir fini. Alors je passe mon tour. Et comme je le disais souvent à mes hommes d'équipage, mieux vaut savoir attendre la prochaine marée que de vouloir brusquer la mer. Je vois pas bien le rapport avec la marée, mais puisque vous ne pouvez pas le placer, votre mot, buvez-le, votre whisky, et passez votre tour. Ah bon alors, escartefigue, tu joues ou tu regardes la canebière? Michel, qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends rien à ce que tu veux dire. C'est quoi un escartefigue? C'est qui la canebière? Mais bourre de grande couillon que tu es. Ce n'est pas quelqu'un la canebière. La canebière, c'est la plus belle avenue du monde. C'est où ça? Oh, Marseille, béotien que tu es! Je suis pas un béotien, je suis un marin. Tu devrais le savoir depuis le temps. Mais dis-moi, Marseille, c'est pas le coin où leurs sardines ont bouché l'entrée du port? C'est bien ça, oui. Alors, ce sont des exagérateurs, voilà tout. D'abord, la plus belle avenue du monde, mais c'est l'avenue Pierre Guéguin, à Concarneau. Et nous, ici, ce sont les bars qui se bousculent à l'entrée du port, pour les sardines. Ah, bien dit, Albin. Ah, j'adore. Albin, on ne te savait pas comique troupier. Comique peut-être, mais croupier certainement pas. Je vous l'ai dit, j'étais marin et patron pêcheur de surcroît. Ou alors tu joues ou tu passes ton tour, monsieur de surcroît. Oh, c'est que la partie est importante, alors je réfléchis, comme le disait César dans la partie de cartes. Tu vois, Michel, que je connais mes classiques. Alors Albin, si je comprends bien, tu te fous de nous depuis le début. Oh, Michel, oh, ce que tu me dis me fend le cœur. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Incroyable, voilà qu'il nous en remet une couche, le crade-barbe de Concarneau. Et je rêve de lui faire ingurgiter l'intégrale de Marcel Pagnol. Mais c'est pas impossible, ça. À tous les coups, il a dû se la dire pendant les longues soirées d'hiver. Bon, puisque c'est comme ça, et comme je sais que tu coupes à cœur, je joue cœur, pardi. Un peu de gros couillon, on ne joue pas à la manie, Albin, on joue au Scrabble. Ah, mais c'est qu'il se fout de nous, l'Astico. Qu'est-ce qu'il est couillon, celui-là. Ou alors il est sacrément drôle. Dis-moi, Michel, tu ne prendrais pas un peu pour un Parisien de Courchevel? Excuse-moi, Albin, mais je ne vois pas bien le rapport. Bah, moi, je me comprends. Comme eux, en hiver, je regarde pas Pagnol, je pars au ski. Bon, et alors? Eh ben, ski, ça fait 3 lettres, 12 points. En plus, là, le mot compte triple, ça en fait 36. Vous avez compris, hein? Pas
pas de whisky, mais simplement du ski. C'est la godille de la godaille, si vous voyez ce que je veux dire. Alors mes amis, comme le disait Jacques Brel, au suivant, au suivant. Dans le Finistère, le rayon vert, c'est la maison de retraite qu'il vous faut. Ici, au rayon vert, partenaire du groupe Arpéo, c'est tous les soirs l'apéro. L'agent, je suis innocent. Vous n'avez pas vu le radar, peut-être? Le radar? Mais quel radar, monsieur l'agent? Mais celui-là, monsieur le chauffeur, celui-là! Vous devez bien le savoir que vous rouliez à presque 2 km/h. Ah, c'est pas possible, monsieur l'agent. Quand je suis pied au plancher, je fais péniblement du 1 km/h. Je veux pas le savoir. La loi, c'est la loi. Et la technologie est là pour faire appliquer la loi. Carte d'identité, permis de conduire. Mais je n'ai pas besoin de permis, monsieur l'agent, je roule un déambulateur. Et en plus, vous déambulez sans permis. Vous avez la carte grise du véhicule? Je n'ai pas besoin de carte grise, ça ne sert à rien pour ce type de véhicule. Alors je note. Non-présentation de la carte grise. Vous êtes assuré au moins? Ah bah, bien évidemment que je suis assuré. Je suis à la Sécu depuis toujours. Et sans sinistre depuis tellement longtemps. Bon alors si c'est le cas, vous pouvez avoir sur vous votre attestation. Elle est où, votre vignette? Pourquoi n'est-elle pas sur le pare-brise? Mais monsieur l'agent, je n'ai pas de pare-brise, je n'ai pas besoin de vignette. C'est un déambulateur, pas une Jeep Willys. Donc je résume, pas de pare-brise, pas d'assurance, pas de vignette. Je vais faire le tour du véhicule. Voyons les pneus. Ah! J'en étais certain! Vous savez qu'ils sont lisses, vos pneus, aussi lisses que des slicks de compétition. Non, pas vraiment, monsieur l'agent. Et pour tout vous dire, ce ne sont pas des slips, ce sont des charentaises. Alors pour ce qui est de la vitesse, vous repasserez. Oh, attention à vous, hein, pas d'outrage. Bon, alors je complète le PV. Vitesse excessive, 2 km/h, relevé sur un 2 roues non homologué muni de pneus lisses. Le conducteur est sans permis et sans assurance. Voyons les phares. Pourquoi n'y a-t-il pas de phare sur ce véhicule? Monsieur l'agent, si ça peut vous faire plaisir tant que vous y êtes, je n'ai pas plus de phare que de roue de secours. Alors je note, pas de phare ni de roue de secours. Vous n'avez pas bu au moins? À peine, monsieur l'agent. Quelques petits verres de reuilly et un peu d'eau gazeuse. Et en plus, on s'en vante. Vous savez que ça fait péter l'eau gazeuse? Alors, je vous déclare, monsieur l'agent, que j'ai un pot à détente. Vous voulez l'écouter? Au fait, vous avez fait un éthylotest? Oh, bah, je sais pas trop, mais moi, tous les jours, j'en fais des tests. D'accord. On fait mariole. On veut rigoler. Sortez les véhicules! Main sur la tête, écartez les jambes! Mais je vais tomber, monsieur l'agent, je n'ai rien pour me retenir. Ça n'est pas mon problème. J'appelle les renforts. Allô la brave! Venez en renfort, j'ai un cas difficile. En attendant les renforts, éloignez-vous immédiatement du véhicule. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Oh! Regardez, monsieur l'agent, c'est un miracle.
Regardez, grâce à vous et à votre contrôle, je marche. Regardez, je marche seul. Je vois, alors vous allez pouvoir me suivre jusqu'au poste. Montez dans la fourgonnette. Ah, certainement pas. Mais stop, vite, vite, stop. Arrêtez-vous, accroche-tire. Mais qu'est-ce que tu fous, Marcel? Ça va pas bien? Tu vois pas qu'il est handicapé, ce monsieur? Mais toi, tu vois pas qui s'en va. Stop, vite, vite, je te dis. Un délit de fuite, il en tient une couche, votre collègue. Excusez-le, en ce moment, il est un peu surmené. Hier, hein, il a arrêté un aveugle pour vol à décalage. C'est dire. Hein. Bon, allez, c'est rare pour aujourd'hui, circulez, monsieur. Merci, monsieur l'agent. Je peux remonter dans mon véhicule? Mais c'est pas possible ça, hein. Vous avez encore volé une bouteille de lambic à la cuisine. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Retournez immédiatement dans vos chambres et mettez-vous au lit. J'appelle le directeur et les vigiles. Ah, ils sont pas possibles ceux-là, hein. Mais on s'est bien marré quand on a vu la tête de la mégère. Oh, quelle fouine! Faudra penser à mieux planquer la bouteille de l'envie la prochaine fois. Le groupe Arpeo, un partenaire qui vous aime et qui prend soin de vous du début jusqu'à la fin. Dans le Finistère, le rayon vert, c'est la maison de retraite qu'il vous faut. Ici, au rayon vert, partenaire du groupe Arpeo, c'est tous les soirs l'apéro. Au rayon vert, ils sont tous partants pour un dernier verre. Même si parfois ils roulent par terre, ils n'ont pas peur des vers de terre. Bonjour madame. Votre nom, c'est Denise Carfaou, c'est bien ça. Oui, c'est comme cela que l'on m'appelle. Dites-moi Denise, je peux vous appeler Denise. Si vous y tenez. Bah dites donc, vous alors vous êtes rapide. Hein. Bonjour les préliminaires. Éjaculateur précoce peut-être aussi, je suppose. Oh, vous savez, je m'y connais en homme. Et vous avez tout à fait la tête d'un éjaculateur précoce. Je peux m'exprimer ainsi. Madame Fauquier, Madame Carfaou, si je peux me permettre, je ne suis pas venu là pour que vous estimiez le temps de migration de mes spermatozoïdes. Pas plus que le temps d'immersion de mon sous-marin de poche en rade de Brest. Mais simplement, pour que vous répondiez à mes questions concernant votre séjour dans cet établissement. Me suis-je bien fait comprendre? Mais parfaitement, monsieur le redoutable. Cependant, je préfère en connaître un minimum sur la personne avec qui je suis amenée à partager un moment, et cela quelle que soit la durée du rapport, si je puis m'exprimer ainsi. Mais comme vous m'avez l'air un petit peu étriqué là, dans votre costume d'inspecteur gadget, je vais commencer par vous parler un peu de moi. Cela vous aidera à mieux comprendre et interpréter mes réponses. Alors, on est d'accord, monsieur? Monsieur comment, en fait? Docteur Varan, Olivier Varan, ma chère Denise. Varan? Comme l'animal avec une longue queue? Curieux paradoxe, n'est-ce pas? Madame Kerfaou, je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas là pour parler de mon anatomie. Peut-être, mais avant toute chose, tirez-moi donc la langue. Je veux voir si elle est fourchue. Et cela vous avancera à quoi? Le Varan a une langue fourchue, et une langue fourchue est toujours synonyme de mensonge et de cupidité, alors mieux vaut vérifier. Oh, je n'ai pas l'intention de vous tirer la langue. C'est moi, le médecin ici, pas vous. Alors on peut commencer, oui ou non? Bon, d'accord, allons-y. J'imagine sans peine que pour vous, je dois avoir l'air d'une vieille femme inutile arrivée à la fin de sa vie. Une vie qui pourtant m'a apporté tellement de joie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais belle et désirable. Ah, j'ai fait tourner la tête à bien des hommes importants. Beaucoup m'auraient offert leur fortune pour que je devienne leur chose. Bon, alors Denise, pour quelle raison êtes-vous ici aujourd'hui? Durant la plus grande partie de ma vie, les hommes ont vu en moi une jolie femme qu'il était facile de courtiser pour la mettre ensuite dans son lit. Pour eux, je n'étais au final qu'une tirelire à pénis. Mon enfance, ma Bretagne, mes désirs, mes envies, ils en avaient cure. Ce qui comptait pour eux, c'était que je leur fasse ce que leur épouse ne voulait pas leur faire. Alors bien plus tard, lorsque les pompiers de la ville de Paris m'ont ramassé dans la rue avec sur moi mes 60 000 € d'économie, le juge de tutelle a trouvé bon de me renvoyer au pays et il est intervenu pour que je sois acceptée au rayon vert. Moi, qui ai toujours décidé de mon propre chemin, j'ai dû me résigner à la vie en collectivité, à la vie en captivité. Mais cela vous pèse, Denise, cette communauté de vie?
Vous n'êtes pas bien traité ici? Oh, remarquez qu'ici, au moins, je suis Denise. Denise Beckmay, tout simplement. Ils sont très peu à connaître mon passé. Et ne comptez pas sur moi pour en faire un sujet de discussion lors des rares groupes de parole. La plupart des résidents me respectent, eux. Ils ne voient pas en moi la poule de luxe que j'ai été, mais tout simplement une vieille dame, abîmée par le temps et les aléas de la vie. Mais qui ne vous respecte pas ici, ma chère Denise? Vous respectez Denise? Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, vous voyez, tout le monde vous respecte ici, ma chère Denise, tout le monde. Mais ce qui m'agace le plus ici, c'est le manque de compassion du directeur et de l'infirmière en chef. Lui connaît mon passé révélé par le juge de tutelle. Et comme cette chipie d'infirmière de mes deux le connaît aussi, elle s'est fait un malin plaisir d'en parler à la baronne, et ils n'ont de cesse de me le rappeler à la première occasion. C'est cette absence totale de considération pour ce que j'ai subi pendant ma vie d'adulte qui me désole et me met en rogne. Nous, les pensionnaires de la dernière heure, avons plus besoin d'attention que de reproches et de vexations. Humilier, c'est facile avec des gens comme nous. Mais que voulez-vous dire par là, Denise? Je veux dire que, si au vu des apparences, vous voyez ici un lieu de vie calme et paisible, un petit paradis dans un coin de Cornouailles, ne vous y trompez pas. L'envers du décor est bien moins attrayant que la devanture. C'est-à-dire, soyez plus explicite. Je veux dire que la discipline est de fer et les contraintes trop nombreuses à mon goût. Pour le reste, vous constaterez par vous-même que notre quotidien est bien moins rose que ne le prétend leur plaquette commerciale. Les chambres de standing, la salle de cinéma, l'atelier de mémoire, l'atelier d'art floral et celui du jardinage, la gymnastique et les soirées musicales. Et tout cela n'est qu'un énorme attrape-nigo, un miroir au goéland, une énorme tromperie sur la marchandise, très bien pensée par des publicitaires, bien conditionnés et rompus à l'exercice. Oh, soyez plus précise, Denise. Vous comprendrez bien, j'ai un rapport à faire, moi, et je compte bien ne rien oublier. Il vous suffira d'interroger les pensionnaires les plus lucides pour constater que la salle de cinéma n'est qu'un simple réfectoire disposant d'un téléviseur accroché au mur, que les ateliers extérieurs sont toujours reportés à une date ultérieure, pour raison de pluie, disent-ils, et que la gymnastique et les soirées musicales, tout cela reste au bon vouloir du personnel, souvent débordé, et d'une direction qui a des oursins dans les poches lorsqu'il s'agit de défrayer ne serait-ce qu'un minimum des musiciens bénévoles. Alors la plaquette de présentation du rayon vert, excusez-moi, mais pensez bien ce que j'en pense. Écoutez, ma chère Denise, j'ai le sentiment que vous noircissez le tableau à plaisir. Enfin, tout de même, ça n'est pas le lycée Bétaram ici, que je sache. Sachez, docteur, que le manque de personnel a de graves répercussions sur la qualité de vie ici. Les repas sont d'une qualité indigne au regard de leur facturation. Il nous arrive fréquemment en retard et presque froid la plupart du temps, quand ils ne sont pas oubliés sur les chariots. Mais vous connaissez, j'en suis certaine, l'importance d'un repas chez les personnes âgées. Alors, je vous laisse juge. Les pensionnaires ont eu beau le signaler au directeur, mais rien ne change. Alors, je vais vous dire une chose. Le vrai slogan du rayon vert, c'est rentabilité avant tout. Le reste, on s'en fout. Écoutez, Denise, dans un établissement aussi vaste, il peut arriver certains impondérables, c'est tout à fait normal. Pire encore, sachez qu'il en est de même pour les toilettes du matin. C'est déjà suffisamment humiliant de se retrouver nu avec une couche sale sur les chevilles. Alors pensez-vous qu'une toilette à l'eau tiède tous les 2 jours soit compatible avec les incontinences généralisées et les difficultés pour la plupart des pensionnaires à se laver par eux-mêmes? Et je ne vous parle même pas des douches froides à cause des pannes de la chaudière. Si je vous disais que d'année en année, la qualité des couches est de pire en pire, là aussi il rôde sur les budgets. Vous trouvez cela normal, docteur? Non, bien sûr. Non mais je comprends votre colère. Ah, si vous interrogez la direction, ils vous diront que c'est de plus en plus difficile de recruter du personnel. J'ai lu dans le journal que la moyenne nationale était de 3 soignants au personnel de salle pour 10 résidents. Je ne suis pas idiote, je sais compter. Ici, dans le meilleur des cas, ils ne sont jamais plus de 2. Ah, ils ont beau dire que des améliorations sont en cours, mais ce n'est pas vrai.
le directeur vous dira que si des toilettes supplémentaires sont rendues nécessaires, les infirmières ont toute latitude pour satisfaire aux règles d'hygiène les plus élémentaires. Il vous dira également qu'il suffit à la personne concernée d'en faire la demande. Mais ne le croyez pas, ça n'arrive jamais, sauf si la visite d'un membre de la famille est annoncée dans le planning des visites. À des modifications, je n'en vois que sur l'augmentation régulière sur le relevé bancaire. Mais, puisque nous en sommes en confidence, docteur Fourchu, je voudrais revenir sur les ignobles traitements que nous avons dû subir durant la période Covid. Sachez que pendant cette période, les familles n'ont jamais pu nous rendre visite. Pire même, pour ceux qui nous ont quittés, ils sont partis sans que les familles puissent connaître les causes exactes du décès. Honorer leurs défunts, même cela leur a été refusé. Sachez que nous, les pensionnaires, l'isolement, la détresse, la maladie, l'abandon, la souffrance, et pour finir les départs, nous les avons vécus en vase clos, entre nous, tels des parias, obligés de porter en permanence des masques de fortune sur le visage. Mais trouvez-vous humain, docteur, que l'on nous ait traités de cette manière? Nous, les vieux, les résignés de la dernière heure, mais nous ne sommes pas dupes. Bonjour, Madame Le Bihan. Je suis le docteur Varan, en visite de contrôle au rayon vert. Mais je ne suis pas sourde. Ah, le directeur m'a dit que vous étiez la doyenne, alors... Vous n'êtes pas venu avec une part de gâteau breton? Ah non. Pourquoi j'aurais dû? Non, je n'ai que des... Non, pas forcément, mais servez-moi donc plutôt un bon verre de Reuilly, Château de la Ferté. C'est mon péché mignon, une tuerie, ce Reuilly. Si vous voulez. Attendez-moi, il faut que j'aille en chercher à la cuisine. Non, ne vous donnez pas cette peine, docteur. J'ai ma réserve personnelle. Là, regardez dans la table de nuit en bas. Elle vous attendait. Vous n'avez qu'à l'ouvrir, j'ai ce qu'il faut. Vous le reconnaissez, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Je devrais. Oh, vous êtes incroyable, vous, le Parisien. Même pas capable de reconnaître le grand Charles. Je vous ai compris. Vive le Québec libre. Ça ne vous dit rien. Mais oui, bien sûr. Mais quel idiot je fais, hein. Ah, je ne vous le fais pas dire. Vous savez, docteur, je suis en phase terminale. J'ai demandé à ce que l'on n'arrête plus le traitement, même si j'arrivais la plupart du temps à atténuer un peu mes douleurs. Je n'ai pas peur de la mort. La mort signifie que l'on est libéré de la peur. Au rayon vert, nous sommes tous en apprentissage de la mort. Mais certains ici se font un malin plaisir à en accélérer la formation. Bientôt, je ne serai plus là. Alors je laisse faire. Je sens que la terre m'attire à elle. Je veux vivre pleinement ces derniers moments. Le bon vin, surtout le blanc, est un très bon accompagnateur de fin de vie. Parfois, au beau milieu de la nuit, lorsque les douleurs me réveillent, juste avant que je ne commence à crier et que l'infirmière de garde finisse par venir au bout d'une demi-heure, je prends un verre et j'ai le temps de me poser cette question. Ai-je peur de ce qui m'attend? Oui, comme chacun de nous, j'ai peur, mais pas vraiment. Ça ressemble plus à une vague attitude. C'est comme lorsque l'on se retrouve devant une porte et que l'on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Pour le moment, je suis toujours cette petite lumière qui brille encore un peu entre deux grandes obscurités. Alors, docteur, servez-moi un beau verre de Château La Ferté plutôt que ces ignobles cachets blancs. Il sera certainement l'un des derniers.
Alors je préfère le partager avec vous. J'aurais souhaité le faire avec l'homme que j'ai aimé. Mais la mère d'Iroise en a décidé autrement. J'ai appris que le deuil est un amour encombrant et qu'il n'a plus d'endroit où se loger ailleurs qu'au fond de votre cœur. L'amour, lui, c'est comme un bon alcool. C'est un très bon euphorisant. Il vous procure cette fraîcheur des derniers moments et même une certaine sérénité qui rend la rencontre avec la mort moins effrayante. Alors à votre santé, docteur. Cette petite merveille va, j'en suis certaine, me donner l'envie de faire attendre encore quelques jours le directeur du Rayon Vert. Il est tellement impatient de pouvoir récupérer ma chambre pour y placer un nouvel arrivant que le faire marronner quelques jours ou quelques semaines de plus n'est pas pour me déplaire. Pourtant, on ne peut pas dire que je lui coûte bien cher en nourriture, vu la frugalité de ce que l'on m'apporte à grignoter. Mais pourquoi vous ne mangez pas avec les autres? Bien sûr que non, docteur, et cela depuis fort longtemps. Le directeur trouve que je ralentis le service. Comme si les pensionnaires étaient pressés, ils n'ont que ça à faire. Un jour, il est venu me voir dans ma chambre avec une part de gâteau breton et un verre de cidre. C'est Dick. Oh, c'est une délicate attention, vous ne trouvez pas? Le gâteau breton aussi, c'est un véritable rituel de substitution. Ben, je ne comprends pas. C'est quoi au juste un rituel de substitution? C'est ce qu'il a instauré au Rayon Vert. À chaque fois que nos espoirs sont déçus par une visite annulée, le pensionnaire concerné retrouve dans sa chambre le traditionnel gâteau breton de compensation. Toujours le même et sempiternel dessert, aussi sec qu'un jour de Vendès et aussi peu sucré qu'une pâtisserie pour diabétiques. Donc ce gâteau breton, c'est le remède local pour atténuer les déceptions. C'est bien ça, une tradition dans le traitement de la désillusion, comme le sont les vaines promesses de musicothérapie, de thé dansant, de soirées à thème et de bien d'autres activités vantées dans leurs belles brochures, mais qui ne sont jamais au rendez-vous. Mais le docteur Solomon, il a bien dû vous donner une explication en vous apportant ce gâteau. Oui, bien sûr. Il m'a dit que je faisais tomber trop de choses au réfectoire, que je renversais trop souvent ma soupe sur le carrelage et que les infirmières n'avaient pas que moi à faire manger, et bien d'autres choses à faire que de nettoyer tous les jours mes saletés. Il prend quand même presque 10 000 € chaque trimestre sur le compte de l'assurance vie que j'ai pu toucher lors de la disparition de mon mari. L'humanité, celui-là, il a une drôle de façon de la concevoir pour s'en remplir les poches. Alors il va attendre encore un peu pour la récupérer, sa chambre. Et en plus, on est en début de trimestre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, madame? Ah, j'oubliais. Vous, les Parisiens, vous avez toujours un métro de retard. Vous semblez ne pas être informés de ces petits arrangements. Vous voulez parler de l'argent qui n'est pas rendu à la famille? Ah, tiens, alors vous êtes au courant? Oui, enfin, une autre pensionnaire m'en a vaguement parlé, mais j'avoue avoir cru à une accusation de mauvais goût. Pas du tout, commissaire Dupin. Vous permettez que je vous appelle Dupin? Du pain? Ben, pourquoi du pain? Promenez-vous un peu du côté du port de Concarneau et vous comprendrez vite. Nous, ici, on a la télé et les séries allemandes. Commissaire. Bon, passons, je n'ai pas tout compris. Vous disiez? Les magouilles administratives, tout le monde sait cela ici. Mais comme pour bien d'autres choses, c'est la loi du silence qui l'emporte. La maltraitance des malades, ces petits arrangements avec les fournisseurs, les artisans. J'ai bien entendu la comptabilité. Et bien tout cela peut continuer en toute impunité. Comme si au Rayon Vert, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Certains pensionnaires et parents ont eu beau signaler les maltraitances et manquements de tous ordres. Tout cela est resté lettre morte. La loi du silence. Et c'est un peu comme leur foutu vaccin. Pas d'effet indésirable. Tu parles.
Le groupe RPO, un partenaire qui vous aime et qui prend soin de vous du début jusqu'à la fin. Dans le Finistère, le Rayon Vert, c'est la maison de retraite qu'il vous faut. Ici, au Rayon Vert, partenaire du groupe RPO, c'est tous les soirs l'apéro. Au Rayon Vert, ils sont tous partants pour un dernier verre. Même si parfois ils roulent par terre, ils n'ont pas peur des vers de terre. J'étais au téléphone avec Johan Guéguin, le responsable de la CGT du Finistère. Il vient me prévenir d'un problème de dernière minute et il ne pourra pas être parmi nous ce soir. Bon, mais que cela ne nous empêche pas de lister l'ensemble des points que nous évoquons depuis plusieurs mois. 1. Le problème des nouvelles couches, totalement inadaptées et de mauvaise qualité. Leur stock est tout à fait insuffisant et nous oblige à réduire le nombre de changements. Résultat, une dégradation inacceptable des conditions d'hygiène et de confort des pensionnaires. 2. Le problème des heures supplémentaires, comptabilisées inexactes sur presque tous les bulletins de salaire. 3. Les demandes répétées des familles et des résidents concernant les nombreuses activités proposées dans le planning prévisionnel annuel et trop souvent oubliées ou reportées. Bon, avant de commencer la réunion de ce soir, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des pensionnaires qui posent problème. Qui veut prendre la parole? Ouais. Parlons de M. Seznec. On a un gros problème avec lui. Depuis 15 jours, le docteur Solomon m'a demandé de l'attacher au barreau de son lit. Il pense que c'est la meilleure solution pour qu'il évite de se lever de la nuit. Le problème, c'est qu'à partir de 2 h du matin, il hurle sans interruption, à tel point que ses cris empêchent ses 2 voisines, pourtant presque sourdes, de dormir. Tu as pensé à mettre un somnifère bien costaud dans sa soupe? J'ai bien pensé, mais je n'ai pas accès, moi, au stock de médicaments. Tu n'as que ça, ce n'est pas un problème. Ce ne sera pas la première fois. Mais j'ai peur d'un surdosage ou d'effets secondaires. Ouais, mais il faut savoir ce que tu souhaites. Tu veux qu'il te foute la paix pendant la nuit, oui ou non? Ce n'est pas si simple que cela. Son fils rentre d'Espagne à la fin du mois. S'il voit l'état de ses poignets, j'ai très peur de sa réaction. Raison de plus pour le shooter pour de bon. Bon, on va te donner discrètement ce qu'il faut, comme ça tu pourras le détacher la nuit, en espérant qu'il cicatrise la vie de son fils. Bon, pour Seznec, c'est réglé. Corentin va s'en charger discrètement avec Gwen. Bon, bien évidemment, tout ça doit rester entre nous. On ne doit pas avoir de problème lors de la visite du fiston. C'est bien compris. Bon, qui d'autre pose vraiment problème? Oui. Madame Le Bihan, notre doyenne, depuis que le boss a confiné dans sa chambre pour les repas, elle est venue voir, et ça fait 8 jours en jour. Elle est tellement adorable, notre doyenne, que je ne peux me résoudre à la voir dépérir sans rien faire. Quand j'ai le temps, j'essaie de la faire manger, mais rien n'y fait. Je pense que si on ne trouve pas rapidement une solution, l'isolement va finir par avoir raison de sa force de caractère. Alors on fait quoi? On la laisse mourir un petit peu? Ou on en parle à sa famille? Bon, essayons d'abord de trouver une solution en interne. Le boss n'a aucun intérêt à ce qu'elle lui claque entre les doigts en dénutrition visible. Il ne faudrait pas qu'un autre pensionnaire crache le morceau. Bon, je vais voir ça demain pour trouver une solution, on en reparle. Moi, je voudrais parler des heures supplémentaires. Ah. Je fais les nuits régulièrement. Et si ça continue, je vais rendre ma blouse à la fin de l'année. On est en sous-effectif chronique. Et non content de travailler comme des forçats, de courir d'une chambre à l'autre toute la nuit, de parer au plus pressé, d'essayer de garder le sourire. Quand je vérifie mes heures supplémentaires, le compte n'y est pas. J'en ai parlé à la comptabilité, mais depuis 2 mois, c'est silence radio. J'ai beau faire des mails de relance, aucune réponse. Bon, écoute, le délégué CGT doit revenir dans 1 mois. Il va nous trouver une solution pour que la situation soit régularisée pour l'ensemble du personnel. Moi, j'ai confiance en lui. Soyons patients. Pour ce qui est des activités culturelles et autres, moi qui joue bénévolement de la guitare avec mes 2 amis de l'école de musique, j'avoue ne pas comprendre tous ces manquements au programme annoncé dans leur publicité. Avec tout le fric qu'ils se font chaque mois sur le dos de nos petits vieux et leurs familles, ils attendent quoi pour respecter leurs engagements? Qu'une plainte collective leur tombe sur le dos? Ils ne demandent pourtant pas la lune aux résidents, simplement un peu d'humanité, de considération et quelques activités. Franchement,
Ce sont des prestations qui sont en droit d'attendre pour un service très chèrement payé, vous ne trouvez pas? Alors que faire? Pensez-vous que je sois à nous de résoudre tous ces problèmes? On a assez d'embêtements comme ça avec la direction. Moi, je suis en CDD. Je n'ai pas envie d'être viré pour insubordination ou un truc du genre. Désolé, ne comptez pas sur moi pour monter au créneau et jouer les Don Quichotte. Avant de conclure pour ce soir, nous devons absolument aborder le problème des couches. Vous avez tous constaté que les Made in China qui nous sont livrés depuis le début du mois sont d'une qualité catastrophique. Bon, qui veut en parler? Oui. Armel et moi, nous faisons une bonne partie des toilettes matinales. Vous n'avez pas idée des conditions d'hygiène que doivent endurer tous ceux et celles qui ne peuvent changer leurs couches eux-mêmes. Non contents de tremper toute la nuit dans leur jus, ils doivent faire en sorte de bouger le moins possible, sous peine de tacher leurs draps, car comme vous le savez, ces produits de merde sont pour la plupart aussi étanches que des buvards ou des passoires. Et si une solution n'est pas trouvée rapidement, nous allons faire la grève des toilettes matinales. Je me suis laissé dire qu'ils avaient économisé jusqu'à 20 centimes par couche. Vous imaginez sur une année l'économie réalisée? Peut-être, mais ça ne peut pas durer comme ça. Les Ténaflex étaient certainement plus chers, mais nous perdions moins de temps pour les toilettes. Question confort, aucun résident ne se plaignait. Demandez-leur un peu ce qu'ils pensent des coûts du soleil levant. Ah, vous ne serez pas déçus. Ouais, bon, c'est noté, ça devient une priorité absolue. Je vais faire un rapport à la direction générale, je vous en ferai retour au plus vite. Bon, c'est tout pour ce soir, hein? On se retrouve avec Monsieur Guéguin pour la prochaine réunion dans un mois. Allez, bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée. Voilà. Un partenaire qui vous aime et qui prend soin de vous du début jusqu'à la fin. Dans le Finistère, le rayon vert, c'est la maison de retraite qu'il vous faut. Ici, au rayon vert, partenaire du groupe Arpéo, c'est tous les soirs l'apéro. Au rayon vert, ils sont tous partants pour un dernier verre. Même si parfois ils roulent par terre, ils n'ont pas peur des vers de terre. Ah! Bonjour Madame Courtois, Lise Courtois, c'est bien ça? C'est bien ça. Le docteur Solomonde m'a indiqué que vous souhaitiez me voir. Il m'a vaguement parlé de problèmes envers les résidents, mais ne m'en a pas dit plus. Dis-moi, puis-je enregistrer notre conversation? Ah, je n'y vois pas d'inconvénient. Parfait. Alors, Lise, qu'avez-vous à me dire de précis? Par quoi commençons-nous? Je vous écoute. Docteur Baron, il y a des choses que je ne supporte plus et je ne peux plus garder le silence. Il y a dans mon service 2 personnes qui maltraitent les résidents. Et ce n'est pas une question liée à leur âge, ni à la fatigue, ni au fonctionnement du rayon vert. J'ai pu voir leur façon d'agir lorsqu'elles sont avec des personnes à mobilité très réduite, alitées ou au fauteuil. Des personnes qui ne peuvent plus s'exprimer facilement ou dont la famille ne vient jamais ou presque les voir. Leur façon d'agir s'appelle de la maltraitance. Je vous en donne juste quelques exemples. L'une de nos plus vieilles résidentes passe beaucoup de temps dans son lit. Ses mains, ses jambes se sont recroquevillées. Elle est très agressive lors de la toilette du matin, essayant de donner des coups de pied, de se débattre. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais elle a réussi à m'expliquer que l'une des soignantes commençait par remplir une bassine d'eau froide et la lui jeter au visage, soi-disant pour la calmer. Vous trouvez cela humain? Nous avons aussi un résident qui fatigue vite au fauteuil. Il y est installé très tôt le matin et il reste jusqu'au repas du midi. Lorsqu'il demande à être allongé après le repas, la plupart du temps, ses soignantes lui disent qu'elles sont occupées, qu'il peut encore attendre, alors qu'elles savent que ces douleurs peuvent devenir intolérables. Docteur Baron, je sais que d'autres collègues voient ces agissements, mais ici, c'est l'omerta. Soi-disant, on ne dénonce pas ses collègues. Cette maltraitance n'est pas tolérable. J'aimerais que vous entendiez cela. Mais vous n'avez jamais osé en parler avec votre hiérarchie. Non,
Il y a moins d'1 an que je suis dans le service. Je n'ai pas osé. Bon, parlez-moi de ces personnes. Ce sont des nouvelles dans le service? L'une est là depuis très longtemps, l'autre est arrivée récemment et elle est très jeune. Je vois bien que l'ancienne préfère prendre avec elle une aide n'ayant pas un caractère trop fort, et que depuis peu la plus jeune se comporte comme elle. Peut-être pour ne pas la fâcher. Les 2 autres dames sur lesquelles elle semble se défouler, ce sont 2 dames qui sont dans la même chambre. Elles ne peuvent se lever seules mais s'expriment sans problème. Un matin, j'arrive dans la chambre, elles me disent « On a sonné plusieurs fois car nos vases de nuit sont pleins et on a envie d'aller aux toilettes. » L'aide-soignante qui est venue a ouvert la porte d'un coup et nous a dit sèchement « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez ?» On lui a expliqué qu'on ne pouvait plus attendre pour aller aux toilettes. Elle a bousculé les adaptables, nous disant qu'elle n'avait pas le temps et qu'on pouvait attendre. Les dames se sont excusées, expliquant qu'elles ne voulaient pas mouiller leur lit. Bon, très bien, a dit l'aide-soignante, je vais m'en occuper. Mais attendez encore un peu. Mais vos collègues ont-elles le même ressenti que vous? Souhaitent-elles protéger leurs collègues ou pensent-elles qu'il n'y a pas réellement maltraitance? Je pense que c'est un peu des deux. J'en ai parlé avec des soignantes qui sont dans la bienveillance absolue et elles m'ont confirmé avoir constaté ces maltraitances. Mais elles ont peur d'en parler. Pour elles, la démarche pourrait être mal comprise car on ne touche pas au personnel soignant. Parfois, j'aimerais que ces 2 soignantes se retrouvent de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Déjà, le mot barrière me gêne. Il n'y a pas d'un côté le patient et de l'autre le soignant. Nous sommes des êtres humains qui prenons soin d'autres êtres humains. Et ce n'est pas si compliqué de se mettre à la place de l'autre. Le résident doit se situer tout en haut de la pyramide. Et c'est lui qui doit être protégé, et non l'institution, la hiérarchie ou même le personnel. Je ne veux plus cautionner de telles pratiques par mon silence. Certaines soignantes ont minimisé ces maltraitances, invoquant la charge de travail, l'exigence de certains résidents et répétant que le Rayon Vert n'est pas un hôtel 3 étoiles et que les pensionnaires doivent le savoir. Ces arguments sont inacceptables. Lise, j'ai bien noté tout cela. Sachez que votre témoignage ne me laisse pas indifférent. Et soyez certaine qu'il figurera en bonne place dans mon rapport. Je vous remercie, Madame Courtot. Merci. Bonjour, monsieur Ibaz. Bonjour. Hassan Ibaz, c'est bien ça? C'est bien mon nom, en effet. Si ma fiche est bien exacte, vous êtes le dernier arrivé. Je peux vous appeler Hassan. Oh, si vous y tenez, oui. Mon cher Hassan, j'ai souhaité recueillir votre témoignage avant de clôturer ma mission au sein de l'établissement. Les résidents m'ont parlé en bien de votre travail au sein de l'établissement. Mais je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup de mal à démêler le vrai du faux. Vous m'avez l'air de quelqu'un de droit et d'honnête. Alors je veux tout savoir de ce qui se passe ici. Je vous écoute, Hassan. Docteur Varan. Depuis que j'ai intégré le Rayon Vert, j'ai pu me rendre compte que le point le plus noir à mes yeux est le manque de respect de certains soignants envers les résidents. C'est-à-dire? Pourquoi prend-on plus de liberté avec les personnes âgées? Pourquoi ne le respecte-t-on pas comme on fait avec des adultes ou des enfants? Est-ce parce qu'en entrant ici, ils deviennent des inutiles? Qu'une fois posés leurs maigres souvenirs dans la chambre, ils sont considérés comme déjà presque morts? Vous savez, docteur, il y a mille une façon de faire mourir nos aînés. Là-haut, dans les directions, ils vous diront que le personnel est difficile à recruter, que les moyens financiers sont limités et qu'ils sont obligés de faire des économies. Même si cela est un peu vrai. C'est pas le fond du problème, croyez-moi. Je vais vous dire, moi, ce qui est grave, et ça, je l'ai jamais vu dans mon pays. On rogne sur beaucoup de choses afin de remplacer l'humanisme par la rentabilité. La maltraitance, consciente ou non,
semble être devenue une norme acceptée. Vous voulez des exemples? Je vous écoute, mon cher Hassan, je vous écoute. Je pourrais vous parler de la nourriture, avec des plats qui sont tellement difficiles à mâcher qu'il vaut mieux les voir rester dans l'assiette que de risquer une fausse route. Voulez-vous que je vous parle de la douleur qui n'est que très rarement prise en compte par certains soignants et jamais évaluée comme on devrait normalement le faire? Que je vous parle de tous ces petits plaisirs de fin de vie que l'on interdit aux résidents sous prétexte de préserver leur santé? Sachez que j'ai personnellement désobéi au règlement en donnant à M. Kerr en tête une part de gâteau breton. Diabétique de 92 ans, on lui interdisait le sucre. Et ça le mettait dans une rage folle de voir les autres résidents se délecter le dimanche d'un maigre éclair au chocolat. Alors j'ai pensé qu'au-delà d'un certain niveau de souffrance et de privation, l'humain était plus important que la thérapie. Oui, j'ai désobéi au règlement, mais en cela j'ai rendu heureux un homme qui mourra d'autre chose que de son diabète, soyez-en certains. Je continue, docteur Varan. Je crois que j'en ai assez entendu Hassan pour me faire une véritable idée sur ce mal bien plus profond que je l'imaginais avant de venir ici au rayon vert. Je tiens à vous remercier de votre franchise. Et ne craignez rien pour le gâteau breton, ça restera entre nous. Un partenaire qui vous aime et qui prend soin de vous du début jusqu'à la fin. Dans le Finistère, le rayon vert, c'est la maison de retraite qu'il vous faut. Ici, au rayon vert, partenaire du groupe Arpéo, c'est tous les soirs l'apéro. Alors, Rose, regardez cette page des petites annonces. Ça vient, Joël. Tu sais que d'habitude, il n'y a pas grand-chose à lire dans le journal. Ah, moi j'espère toujours y trouver l'âme sœur qui me ferait un peu oublier Marcel. Si tu savais ce qu'il me manque, mon Marcel. Alors dis-moi, il y a quoi aujourd'hui dans tes petites annonces? On y vient. Moi, de temps en temps, j'aime bien lire les petites annonces. Ça me rappelle ma jeunesse. Quand avec ma sœur, on s'amusait à chercher un prince charmant. Bon, alors il y a quoi au menu aujourd'hui? Des bons hommes. Je voudrais qu'il y ait quoi d'autre d'intéressant dans les petites annonces. Alors, voyons le premier. Homme épanoui. Épanoui? Quand on écrit épanoui, c'est que ça sent plus la fleur fanée que la pivoine en bouton. Oh, tu sais, à notre âge, hein, faut pas trop faire les difficiles. Détrompe-toi, Rose. Bien au contraire. Les femmes mûres sont très recherchées, tu sais. Regarde les violeurs en série. Sur BFM, ils disent que plus de la moitié d'entre eux préfèrent les femmes âgées plutôt que les jeunes filles. Alors, si des professionnels de la quéquette préfèrent les femmes d'âge mûr, nous avons forcément toutes nos chances avec des amateurs. J'ai pas raison. Si tu le dis, Joël. Allez, on accélère. Voyons. Responsable, la cinquantaine élégante. Est-ce qu'elle dit combien elle gagne, la cinquantaine élégante? Non, ce n'est pas marqué. C'est personnel, tu sais. Ça ne s'écrit pas comme ça dans un journal. Moi, je pense plutôt qu'ils veulent tout avoir et ne rien payer. Passe au suivant. Un sexagénaire cherche compagne pour fin de vie. C'est gay. Dans sexagénaire, il y a sexe. Ouh, dans un vieux, tu sais, il y en a beaucoup moins. Un vieux avec 5 000 € par mois, c'est pas de nature à te faire oublier ton Marcel? Marcel? Oh, je suis pas près de l'oublier. Oh, j'ai passé des heures à le caresser. Et il aimait ça, l'animal. Il adorait s'allonger sur moi et gentiment me griffer le dos. Dis-moi, Joël, il te griffait le dos et ça te plaisait? Ne me dis pas que ton homme te l'a serré la peau et que ça t'excitait. Mais qui te parle d'un homme? Je te parle de Marcel, mon chat angora. Je te parle pas d'un bipède. Des hommes, je n'en ai pas connu énormément, mais curieusement, ils sont tous partis. Du jour au lendemain, sans un mot, sans une lettre. Oh, peut-être des lâches, ils sont la plupart du temps. Un chat, c'est fidèle. Il suffit de le castrer pour qu'il reste à la maison. Mais tu veux dire que tu n'as pas eu le temps de castrer tes conquêtes? Mais qu'est-ce que tu es con, ma pauvre!
Tu es con, mais tu es drôle. À vrai dire, je n'y ai pas pensé, mais j'aurais peut-être dû essayer sur l'un d'eux pour espérer le garder. Non, je plaisante. Tu me vois un peu jouer du scalpel en pleine nuit comme une serial scalpeuse. Excellent. Imagine un peu les gros titres du Télégramme et de Ouest France. Joël, la coupeuse scalpeuse. Ou Joël, la menthe religieuse au scalpel. Et en plus, ça rime. Ah, écoute celui-là. Jean Bernard, hypersensible. Il adore Molière, Victor Hugo et Mozart. Ça t'intéresse? Victor Hugo, Mozart, t'imagines que j'ai une tête à écouter tous les soirs Les Misérables, accompagnés de l'insupportable son vinaigré d'un clavecin hors d'âge. Oh, par pitié, jamais ça, passe au suivant. Christophe, 61 ans, artiste. Si tu veux vibrer, viens vite me retrouver. Artiste? Mais artiste en quoi? Les artistes après l'amour, c'est tout juste, il faudrait pas qu'on les applaudisse. Mais c'est bien rare quand ils jouent les rappels. Bon, passons à Samuel, 70 ans. Pas très beau, pas très riche, mais un cœur gros comme ça. Mais justement, je m'en fous comme de ma dernière pampers qu'il ait le cœur solide. Si c'est pour entretenir un centenaire qui refuse de crever, j'ai tout ce qu'il me faut ici au rayon vert. Tu n'as jamais cherché à te trouver un compagnon de chambrée depuis que tu es ici. Tu es l'une des plus anciennes et tu es encore très désirable malgré ton âge. Bien sûr que si, j'y ai songé. Il y en a bien qui m'intéresseraient, mais je n'ai jamais osé lui en faire part. Et c'est qui, l'heureux élu qui ne le sait même pas? Tu me jures de le garder pour toi et de n'en parler à personne. Bien évidemment, fais-moi confiance. C'est Michel. Michel, le critique littéraire? Mais il est bien plus jeune que toi. Et alors? Notre président, ça n'a pas l'air de le gêner. Oh, tu devrais chercher une comparaison un peu plus crédible. Hein. Tiens, justement, celui-là. Pierre Chercheur. Tu seras, j'en suis certain, mon prix Nobel. Écoute, les chercheurs, c'est rare qu'on ça trouve. Il vaut mieux un bon manuel qui n'a pas besoin de chercher pour savoir où se trouve mon point G. Alors, plus terre à terre. Hein. Jean-Michel, si tu aimes la vie au grand air et les animaux, rejoins-moi. C'est sûrement un ancien légionnaire. Sa chèvre a dû le quitter. Oh, désolé Rose, mais à bien y regarder, je préfère tenter ma chance avec le critique abandonné. Je vais y réfléchir sérieusement. Et pourquoi pas aujourd'hui? Stéphane, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez demandé à me voir. C'est à quel sujet? Monsieur le directeur, le docteur Varan souhaite me voir afin que je lui parle de nos conditions de travail en tant que soignant au sein du rayon vert. Oui, et alors? Ben, vous ne comprenez pas. Il va m'interroger sur nos conditions de travail. Dois-je lui faire part de tous les dysfonctionnements que nous constatons et qui s'amplifient un peu plus chaque jour? Vous savez, je fais ce métier qui me passionne depuis presque 20 ans. Mais alors, depuis que les fonds de pension et les grands groupes financiers ont pris le contrôle d'une grande partie des lieux de résidence pour troisième âge, je suis écœuré par tous ces rapaces-là qui pensent que le profit ne raisonne qu'à travers des ratios de rentabilité. Depuis quelques années, j'assiste impuissant à la déliquescence de la relation humaine. Et pourtant, nous la devons à nos aînés et à tous nos résidents. Ni vous, ni moi, Stéphane, n'en sommes responsables. Nous devons faire avec et nous accommoder de ce monde impitoyable. En tant que directeur de cet établissement, je ne suis qu'un exécutant. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point, monsieur le directeur. Depuis que j'ai intégré le personnel, j'ai pu me faire une véritable idée sur les problèmes internes du rayon vert. Et je suis désolé de vous dire aujourd'hui
que bien des points négatifs pourraient être améliorés si tout le monde se mettait autour d'une table pour poser les problèmes, tenter d'y remédier. Si une fois pour toutes, on tentait de trouver les solutions, plutôt que de vouloir avant toute chose flatter les actionnaires. Je vous écoute, Stéphane. Vous savez bien que j'ai toujours privilégié le dialogue et que ma seule préoccupation en tant que directeur est d'être le garant du bien-être de nos résidents. Mais alors, si c'est bien le cas, pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? Vous ne voyez pas que le personnel est au bout du rouleau, non? Que les démissions, les défections sont de plus en plus nombreuses, que les actes de soins, toilettes, services de repas sont trop souvent bâclés, faute de personnel suffisant. Mais quant aux nouvelles recrues, mais la majorité d'entre elles ne sont pas formées, ni conscientes de la difficulté de la tâche. Tout cela est irresponsable et dangereux, et c'est pourtant notre quotidien. Et vous ne pouvez l'ignorer. Je fais avec les moyens que l'on me donne, mon cher Stéphane. Je ne suis qu'un pion sur l'échiquier, un simple pion. Monsieur le directeur, je connais les bilans du rayon vert, et vous ne pourrez m'objecter qu'une partie des bénéfices dégagés pourrait être en premier lieu réutilisée pour améliorer tant le quotidien des résidents que celui du personnel. Vous ne pensez pas? Que voulez-vous dire exactement, mon cher Stéphane? Je veux simplement dire que si le docteur Varan m'interroge sur le fonctionnement du rayon vert, je pourrais lui cacher longtemps ce que tout le monde sait ici, et que personne ne veut vraiment dénoncer, du personnel aux résidents jusqu'à certaines familles. Oh, je suis épuisé, monsieur le directeur, et vraiment lassé de cet immobilisme, de toutes ces turpitudes, ces compromissions. J'envisage très sérieusement une reconversion professionnelle. Je suis au regret de vous dire qu'il est grand temps que je vide mon sac une bonne fois pour toutes. L'occasion m'en est donnée aujourd'hui, je ne vais pas m'en priver. Vous n'êtes pas sérieux, Stéphane. Vous n'y songez pas. Pensez donc aux conséquences, Stéphane. Elles seraient dramatiques. Est-ce que vous pensez à ma carrière, mon cher Stéphane? Je risque ma place si vous parlez. Bon. Je vous demande de garder le silence. Si c'est le cas, mon cher Stéphane, soyez-en certain, je ne serai pas un vainqueur. Vous me comprenez? N'est-ce pas, mon cher Stéphane? Est-ce que vous me comprenez? Que trop, docteur Solomon. Malheureusement que trop. Le vieux partenaire n'est pas le partenaire qui vous aime. Il ne prend soin de vous qu'au début et vous maltraite jusqu'à la fin. Dans le Finistère, le rayon vert, c'est la maison de retraite qu'il vous faut éviter. Ici, au rayon vert, partenaire du groupe Arpeo, ce n'est pas tous les jours l'Eldorado. Ma chérie, la décision n'a pas été facile à prendre. Ce matin, j'ai remis ma démission au directeur du rayon vert. Du temps passé ici, je ne veux en garder que les bons souvenirs. Et tenter d'oublier les mauvais, ceux-là même qui ont motivé ma décision. Les situations conflictuelles quasi quotidiennes, les violences sournoises faites à ce petit peuple d'anciens, cette silencieuse armée des ombres qui marche avec courage vers la mort, tout cela m'est insupportable. Je quitte ce purgatoire avec le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même. Je pensais être bien plus fort que cette bureaucratie nécrophage et cette gouvernance mercantile qui gangrène ce beau pays. Comme les autres, j'ai dû apprendre à fermer les yeux, à supporter l'insupportable. Au moment de quitter ce funeste lieu de vie, toutes ces images me font crier de rage et de déception. Comme tant d'autres, elles se bousculent dans ma tête. Et j'ai besoin de la remplacer par d'autres, car elles portent sur mes épaules le poids de mon renoncement. Madame Castric m'a parlé d'une maison de retraite où travaille sa belle-fille. Elle se trouve dans le Nord Finistère. La direction a su résister aux sirènes des grands groupes financiers et ne dépend donc pas d'une direction aveuglée par le profit immédiat. Il paraît qu'on y applique avec succès la fameuse méthode Montessori. Elle est le résultat de longues recherches afin de permettre aux résidents de retrouver de l'autonomie, de l'engagement au sein de leur communauté de vie, et cela malgré les difficultés particulières de chacun. Le partage des tâches entre tous est, semble-t-il, une des clés de cette méthode.
Elle se concentre non pas sur les déficits de la personne, mais sur ses propres capacités à réaliser les gestes du quotidien. Le respect à la personne est au centre de la méthode. Si c'est vraiment la réalité, je suis certain de pouvoir apporter à mes petits vieux mon enthousiasme et mon expérience grandissante. Peut-être vais-je y découvrir un autre Finistère. Je suis enthousiaste par avance et t'en reparlerai dans une prochaine lettre. Je t'embrasse. Mesdames et messieurs, vous qui êtes dans cette salle aujourd'hui, vous devriez dire ceci avant de vous quitter. Certains d'entre vous ont déjà peut-être un parent, un proche, un ami en EHPAD ou en maison de retraite. Ce n'est peut-être pas encore le cas, mais sachez que ce n'est qu'une question de temps. Sachez que pour vous aussi viendra un jour le temps de l'isolement, peut-être le temps du rejet et le temps de l'oubli. Je ne souhaite pourtant à aucun d'entre vous. Dans la pièce que nous avons eu l'honneur d'interpréter devant vous, vous avez tenu le rôle des aventuriers, celui des résistants, et nous vous en remercions. Pour nous, les résidents qui allons bientôt vous céder la place, sachez que résister est une rude et noble tâche. Vous qui allez vivre très certainement bien plus longtemps que vos propres parents, prenez conscience que pour chacun d'entre vous, la fin de vie devra s'effectuer dans la dignité, dans la bienveillance envers ceux qui sont à l'aube d'un ultime départ. Ne craignez pas de dénoncer, de critiquer et d'affirmer. N'ayez jamais peur de râler, de contester et de rechercher coûte que coûte la vérité. Le silence et la résignation sont la gangrène des faibles. Ne soyez pas faibles. Sachez écouter, sachez désigner et raconter tant les vérités que les mensonges. Ces vérités que les pleutres ne pensent qu'à glisser sous le tapis de la résignation. Et ces mensonges que les faibles se complaisent à vouloir croire vérité. Ne soyez pas les complices silencieux de tous ces marchands de sommeil que seul le profit immédiat intéresse, ceux pour qui la fin de vie est un moyen facile et récurrent de s'enrichir sans se salir les mains. Sachez être les porte-drapeaux et les avocats de tous ceux qui finissent leur vie dans la solitude, l'abandon et trop souvent la maltraitance. Tâchez de faire en sorte que chaque jour apporte aux anciens un peu plus d'humanité et de solidarité dans cet océan de profit et d'égoïsme qui voudrait devenir la règle. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Dans la compagnie de l'emporte-pièce, il y a Claude, Claire, Christophe, Et Ticia, les décors ont été réalisés par Julie Lou et Virginie qui ne sont pas là aujourd'hui. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Et un grand merci à Jean-Jacques qui nous accompagne, qui a écrit ce texte avec beaucoup de conviction, beaucoup d'amour. Merci à toi Jean-Jacques pour cette belle aventure théâtrale que tu nous fais vivre. Jean-Jacques.
Donc, dans le hall, si certains d'entre vous veulent acquérir le texte original de cette pièce, c'est à votre disposition. Et Jean-Jacques est là pour en discuter avec vous. Merci à vous. Un grand merci à Laurent Muzelec, qui fait partie de la troupe de théâtre de Landivisiau et qui a secondé en technique aujourd'hui et qui nous a accueillis depuis midi, il est avec nous. Un grand merci à toi, Laurent. Merci.